Cette vidéo parle de l'Afrique du Nord contre l'Afrique subsaharienne. Elle se consacre sur la contrariété entre le panafricanisme et le panarabisme ou le désagrément entre les Noirs et les Arabes et vice-versa. L'Afrique est caractérisée par deux grandes régions géopolitiques partagées entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Les deux régions représentent d'une part l'africanisme, ou croyance selon que les Africains noirs et leur culture devraient prédominer en Afrique, et de l'autre part l'arabisme, c'est-à-dire le respect de la culture et de l'identité arabe de l'Afrique. On sait que l'africanisme est lié au panafricanisme, qui aspire à toute action de renforcement de liens de solidarité entre tous les peuples noirs. L'africanisme peut donc mieux s'attacher au panafricanisme pour valoriser une idéologie géopolitique du continent africain. L'arabisme, par contre, s'accroche plutôt au panarabisme, qui est une idéologie de l'unification des pays arabes, de l'Afrique du Nord avec d'autres pays arabes d'Asie occidentale. Remarquez que les deux concepts, le panafricanisme et le panarabisme, semblent manifestement se réfuter infiniment par une sorte de racisme qui est très hostile à d'autres groupes. Oui, le racisme est différent du patriotisme. C'est pour cette raison qu'il existe des clivages régionaux entre les Noirs et les Arabes africains. Ces clivages forment ce que j'appelle la géopolitique de réfutation panafricaine entre les influences maghrébines et subsahariennes. Les clivages géopolitiques entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne sont potentiellement une bombe en retardement, car ils représentent une réalité impossible pour éviter un conflit majeur en puissance. Il semble que l'union entre les panafricanistes et les panarabistes soit dorénavant chimérique, parce qu'elle s'obitera toujours à une sorte d'hypocrisie désapprobatrice d'une identité antinomique. Pour espérer que la guerre ne sera jamais déclarée entre les États arabes et les États noirs, il ne suffirait pas seulement d'envisager le bon voisinage ou la cohabitation pacifique entre le panafricanisme et le panarabisme à l'échelle du continent. Il faut aussi aborder le problème des relations africaines dans une perspective d'équilibre et de la paix plutôt que du point de vue de la puissance seulement. Parce qu'il faut préconiser une nouvelle façon de prôner le panafricanisme, il faut donc le prêcher d'une manière différente qui représenterait aussi le panarabisme de manière à le refléter comme la condition de la cohabitation pacifique entre les deux régions. Vous comprenez sûrement que je parle du mélange entre le panafricanisme et le panarabisme pour concrétiser une sorte d'identité nécessaire, même si elle est de mauvais augure.
Le panafricanisme devrait signifier intégration et égalité, l'intégration de toutes les identités raciales, y compris le panarabisme, dans une sorte de soubassement panafricain. Il faut aussi une égalité consciente des points de vue géopolitiques entre les deux régions. La fusion du panafricanisme et du panarabisme africain est nécessaire pour une cohabitation pacifique entre les Arabes et les Noirs en Afrique. Si cette fusion s'appelle cohabitation, elle doit donc être soumise à la vision du projet de l'unification africaine. On peut donc prévoir l'inévitabilité d'un conflit entre les Noirs et les Arabes si la vision du panafricanisme n'est pas bien définie. Lorsque Kadhafi et Gamal se comportaient comme les défenseurs de l'unité culturelle et politique des États arabes, ils étaient plus arabes qu'africains. Un conflit en puissance se dévoilait clairement lorsque le président Mobutu et le savant Cheikh Anta Diop étaient considérés comme les défenseurs afrocentriques visant fortement à protéger la noirceur de l'Union africaine. Selon Anta Diop, l'Union africaine devrait préserver le fondement de la culture noire et de la formation d'un État fédéral dans l'Afrique noire. Dans la même disposition, l'authenticité de Mobutu préconisait une géopolitique africaine qui se fonderait particulièrement sur la puissance de l'Afrique noire, celle qui était surtout stigmatisée aussi bien par les Occidentaux que par les Arabes. C'est par ce fondement que certains chefs d'État africains avaient tenté de restreindre le panafricanisme à l'Afrique noire. L'exemple de Mobutu nous illustre la pertinence du conflit africain entre les Noirs et les Arabes. Mobutu avait souligné l'importance d'imposer la primauté de la race noire à l'Organisation de l'Unité africaine et de créer une Ligue des États noirs au sein même de l'Union. Cette proposition était formellement géopolitique car elle dévoilait l'anomalie du dévouement des États arabes africains à la Ligue arabe du Moyen-Orient. Le président Mobutu et Cheikh Anta Diop, et évidemment d'autres Noirs influents et zélés, avaient réfléchi en termes pragmatiques pour renforcer la puissance de l'Afrique noire. De toute façon, le panafricanisme était déjà enchevêtré dans une rivalité délatrice qu'il fallait se résoudre à ce que les hypocrisies géopolitiques ne soient pas intraitables. Il était pourtant clair que les Arabes avaient décidé d'adopter une politique d'hypocrisie en désirant défendre le panarabisme depuis le Maroc jusqu'en Syrie, alors qu'ils étaient réellement supposés défendre leur africanité. Kwame Nkrumah avait prévu de résoudre ce problème en prenant un panafricanisme qui unirait toute l'Afrique, du Maroc à l'Afrique du Sud.
Sa vision était la seule à pouvoir dépasser les clivages régionaux et raciaux. On peut donc retenir que la diplomatie panafricaine est alimentée à la fois par la guerre froide entre le panafricanisme et le panarabisme. Il est certain que les partisans des deux concepts non seulement se réfuteront, mais aussi s'accuseront éternellement. Pour ce, il y a donc nécessité d'une diplomatie de cohabitation et de complémentarité entre les Arabes et les Noirs. Carl Schmitt avait raison de déclarer que l'accusation de vos ennemis, c'est le point de départ de toute action politique. Si donc certains Africains le sont par hypocrisie, il est donc normal que la géopolitique africaine soit enracinée dans cette sorte de réfutation des autres pour créer l'idéal des ennemis intimes. Partant de cela, on voit comment la géopolitique africaine est caractérisée par l'idéologie, de malfaisantes propagandes et de sournoises rivalités, lesquelles construisent les autres comme les vrais ennemis à travers l'exhortation des dénonciations bien systématisées. Rappelons qu'il y a seulement 7 États arabes en Afrique du Nord. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan et le Sahara occidental. Ce sont là des nations arabes africaines. Mais l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie y sont souvent augmentés pour constituer 10 États de l'Afrique du Nord. La plupart des peuples de la région septentrionale sont des musulmans qui parlent la langue arabe et dont les ancêtres sont venus dans la région en provenance du Moyen-Orient. Voilà l'origine des conflits géopolitiques et identitaires entre les Noirs et les Arabes en Afrique. Pour un Africain du Nord, son identité est d'abord arabe, musulman et rarement africain. Cependant, pour un subsaharien, il est premièrement un Africain, puis un Noir authentique de son pays. Néanmoins, si les Arabes ont une mauvaise presse en Afrique noire, il faut par contre aussi dire qu'ils ont aidé énormément le continent à s'émanciper. Par exemple, le financement africain de l'OUA était largement tributaire des contributions des États de l'Afrique du Nord. C'est le président Kadhafi qui payait souvent les frais d'adhésion à l'Union africaine des États africains les moins riches. Cette aide de Kadhafi, bien que sous certaines conditions, était essentielle à la participation des pays pauvres. Par contre, Kadhafi ne le faisait pas pour l'amour du continent africain. Il le faisait plutôt pour assouvir ses ambitions de puissance et de domination. Si vous n'avez pas encore remarqué, je peux vous révéler que l'aide de Kadhafi aux pays subsahariens pauvres était une vraie tentative de domination arabe en Afrique noire.
Ce n'était du tout pas un soutien généreux et désintéressé, mais un appui égoïste pour apprivoiser ses appétits de grandeur. C'était presque un moyen pour Kadhafi de sonder la géopolitique régionale et sa propre capacité à la définir selon ses propres règles basées sur le besoin de monopoliser les secteurs étatiques africains. Prenons aussi le cas de l'ancien président égyptien, Gamal Nasser. Même s'il était un dirigeant pro-africain, il avait aussi le problème de chercher à exploiter le panafricanisme pour des fins hégémoniques. C'est bien vrai que le président Gamal Nasser était bien respecté par la plupart des chefs d'État africains. Néanmoins, ce respect était révélateur de l'endroit où se loge la puissance géopolitique de l'Afrique. On sait que l'Égypte a la plus grande armée du continent, donc le respect d'autres pays africains envers Nasser était explicable par sa puissance militaire. Mais les apports sincères de l'Afrique arabe sur l'Afrique subsaharienne avaient été initiés peu avant les indépendances. Avant les indépendances, l'Afrique du Nord, qui s'était géopolitiquement mieux spécialisée dans la lutte contre l'impérialisme que la région négro-africaine, avait souvent soutenu la plupart des révolutions africaines subsahariennes. À mon avis, dans le domaine de la protection du continent africain, les Arabes sont plus africains que les Noirs. Leur lutte contre la politique occidentale d'expansion, de domination et d'impérialisme économique était irréprochable. Rappelons ici que les États d'Afrique du Nord ont été les premiers États africains à obtenir leur indépendance. Lorsqu'ils sont devenus indépendants, ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont beaucoup travaillé pour offrir non seulement la formation aux autres mouvements clandestins de lutte pour l'indépendance, mais aussi beaucoup de secours à l'Afrique noire dans sa lutte de libération armée. Revenons maintenant au conflit entre panafricanisme et panarabisme. On sait que le continent africain n'a pas d'homogénéité religieuse, ethnique et raciale. Ce manque d'homogénéité est le résultat des divisions raciales et ethniques superflues. Les clivages ethniques ou raciaux entre les Noirs et les Arabes, ou les Noirs entre eux-mêmes, sont tout simplement inacceptables. Nous avons le devoir d'arrêter le racisme et de nous développer mutuellement. On sait que les clivages ethniques ou raciaux ont été exploités différemment par les uns et les autres. Pourtant, les dirigeants africains, arabes ou noirs ont encore des occasions pour ériger un continent multireligieux, multiethnique, multiculturel et surtout multiracial. La reconnaissance de l'union dans la différence éclipsera les clivages arabes pour affaiblir les conditions superflues des accusations classiques de la nature propre à la géopolitique traditionnelle africaine. L'attachement absolu au continent africain auquel on appartient, c'est-à-dire le sentiment du nationalisme africain, doit faire partie du plan de la reconstruction d'un État fédéral prôné par le panafricanisme
et les pères des indépendances africaines. L'ethnicité et le racisme à l'échelle nationale et internationale peut être une occasion pour rechercher la cohérence africaine et exiger la loyauté des États face à l'absence d'homogénéité. Il faut rappeler qu'en dépit d'être considéré comme le continent noir, l'Afrique n'est pas un continent homogène, même à l'échelle de ses nations. Par exemple, certains de ces États ont des peuples divisés en plus de 500 tribus ou groupes tribaux différents. Il faut donc d'abord réussir une cohabitation pacifique des tribus et ethnies au niveau de la coexistence nationale avant d'aborder la cohabitation entre Noirs panafricanistes et Arabes panarabistes sur le continent. Profitons pour rappeler ici que le panafricanisme ne devrait pas avoir une couleur raciale. Il doit plutôt être considéré comme une idéologie de toutes les tribus et races africaines pour faciliter la paix et la concorde à l'échelle nationale d'abord et finalement à l'échelle interafricaine. C'est pourquoi Nkrumah du Ghana prônait un panafricanisme équitable qui engloberait tous les pays africains sans distinction ethnique ou raciale. Cependant, si vous regardez dans tous les États où les Arabes et les Noirs se mélangent, ce qui saute aux yeux, c'est la maltraitance des Noirs et l'explosion des conflits raciaux. La stratégie géopolitique problématique des nations arabes n'obéit qu'à l'ancienne logique de la subordination de leur minorité noire. Mais s'il en est de même dans les pays intégralement négro-africains, où la donne est renversée parce qu'il s'agit de la majorité bantou qui est subordonnée à la minorité nilotique. Par exemple, les bantous majoritaires au Rwanda, Burundi et RDC refusent d'être vassalisés par les nilotiques tutsis minoritaires. L'Union africaine n'a jamais fourni une meilleure condition pour faire avancer les droits de l'homme en Afrique. Les gens continuent à vivre un calvaire quotidien à l'image du colonialisme arabe. De la même façon, dans l'Afrique subsaharienne, les minorités assujettissent les majorités ou vice-versa. Donc, partout en Afrique, ce sont les mêmes conflits de la même souffrance ethno-raciale. Lorsque Kwame Nkrumah et l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié ont créé l'Organisation de l'Unité africaine, les objectifs étaient pourtant d'éradiquer toute forme du colonialisme, de défendre les peuples africains, d'encourager leurs intégrations politiques et de régler leurs conflits. Malheureusement, l'Union africaine ne s'impose jamais véritablement pour défendre valablement l'Afrique et les Africains contre les conflits nationaux et supranationaux. Les peuples africains subissent plutôt toutes sortes de violations, d'abord par les mêmes États supposés les protéger et par des États non africains aussi. Le pire en est que même lorsqu'un peuple africain est agressé par un pays étranger, ou même ce pays pourrait être un pays non africain, l'Union africaine reste toujours quasiment inactive. L'Union africaine a toujours été condamnée pour inapplication des normes adéquates de gouvernance démocratique et par la défense inexistante des droits de l'homme dans la géopolitique de ses États membres.
En Afrique, la liberté n'est pas un droit. L'égalité de droit non plus. Je me demande comment l'Union africaine procédera pour renforcer fermement le panafricanisme, ce qui se passe à l'échelle de la géopolitique nationale est égal à ce qui se passe au niveau continental. La géopolitique des solutions africaines aux problèmes africains commencerait plutôt par une diplomatie considérablement active et une création des investissements économiques régionaux qui défieraient l'hégémonie occidentale incessante et l'expansion chinoise montante. Ceci suggère que l'Afrique doit être forte dans sa géopolitique de ressources et dans sa diplomatie internationale. Pour ce, l'Afrique devra cesser de s'embrouiller dans des facteurs conflictuels entre panafricanisme et panarabisme, lesquels se maintiennent de manière aggravante dans un style de diplomatie qui rappelle la guerre froide entre les régions. En tant que tel, le fossé entre l'Afrique subsaharienne et entre l'Afrique du Nord, c'est-à-dire entre les États arabes et noirs, doit être révélateur d'une culture politique qui a besoin de nouveaux instruments pour régler les différends ethniques et raciaux. Ce qui concédera une fraîche idéologisation de l'Union africaine, une direction plus ou moins contestable et sans précédent, où tous les leaders africains lutteront contre les interférences de leur sécurité intérieure et leur insécurité extérieure comme une fin stratégique de la géopolitique panafricaine. Pour ce, la puissance des États du Nord et du Sud doit s'équilibrer de manière permanente pour une Afrique forte. Dans cet impératif géopolitique, il faut dépolitiser la réfutation continuelle entre les Arabes et les Noirs pour préserver en même temps l'équilibre et l'unité entre les régions du continent, tout en utilisant les instruments de la diplomatie collective. La race et l'ethnicité doivent cesser d'être des critères clés d'une influence géopolitique déployée aux fins des réfutations des autres. Il faut donc être à mesure de gérer les cadres régionaux complexes, susceptibles d'arrêter le conflit et le terrorisme dans toutes ses formes. Dans ce contexte, la vision géopolitique accusée d'être la source des conflits africains et qui est considérée comme un facteur ethno-racial doit être à la fois bien repoussée et bien gérée en permanence. C'est la force de notre cohésion et maturité qu'il faut accommoder dans la reconstruction du changement. Il faut donc comprendre que si certains traités d'alliance ne sont que constamment sollicités en cas de conflit ouvert, d'autres doivent prévoir l'intégration militaire en temps de paix où un État pourrait placer ses troupes sur le territoire d'un allié et ainsi partager sa défense. Nous devons percer le mystère du conflit ethno-racial en Afrique et permettre de bien l'analyser au niveau régional. Mais cette analyse de conflit doit se faire aussi au niveau national. Ce sont de jouer avec le feu qui pourrait tous nous brûler.